On a fait fausse route, même, je pense, une grosse erreur, en se focalisant pendant des années sur le message de catastrophe à venir. Ça marche pas pour faire changer les gens de comportement. Ça fait juste leur faire peur. Il faut maintenant faire des récits de futurs désirables. On a réussi la transition. C'est pas la cata. On n'est plus dans un mode hyperconsommation. C'est pas grave. Il y a d'autres manières de vivre notre vie dans lesquelles il va faire bon vivre quand même. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Stéphane Labranche. Stéphane est un chercheur indépendant, pionnier dans un domaine assez singulier, la sociologie du climat. Très vite, il a eu l'intuition que cette discipline émergente pourrait nous aider à mieux comprendre notre manière d'appréhender les enjeux climatiques. Et comme la sociologie est un sport de combat, en parallèle de son activité de chercheur, Stéphane est également passionné d'arts martiaux, discipline qu'il enseigne d'ailleurs dans son dojo. Dans cet épisode, Stéphane nous éclaire sur son rôle en tant que chercheur, mais également sur la posture à adopter pour faire évoluer les comportements individuels et collectifs. L'enregistrement a eu lieu à Grenoble, et Bat ne pouvait malheureusement pas être là. Mais il a apprécié autant que moi le franc-parler de Stéphane et l'angle original de cet échange, à la croisée du climat et de la sociologie. Sur ce, place à l'épisode. Bonjour Stéphane. Salut. On va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais me dire qui tu es ? Oh là là, oui. Donc, je suis Stéphane Labranche. Je me considère comme un sociologue du climat. C'est moi qui ai mis ces termes ensemble, en fait. Parce qu'en 2003, j'avais commencé à bosser sur les questions de climat en me disant, c'est surtout une question de société. Pour qu'on change pas, voilà. Et donc, pour moi, la sociologie était probablement la meilleure discipline pour répondre à pas mal des questions sur le changement. On nous disait qu'il fallait changer de civilisation, en tout cas de mode de vie, ou au moins de pratique et de comportement. Et pour moi, ça relevait de la socio et de la psycho. Et non pas des sciences naturelles. Et donc, j'ai commencé à bosser là-dessus. Je suis Canadien, je suis en France depuis 24 ans. J'ai vécu dans plusieurs pays aussi. Et on est en train de faire l'enregistrement dans mon dojo. Je suis un fou, furieux, obsédé, maniaque et compulsif, amoureux des arts martiaux. Même à mon âge, je continue à m'entraîner avec les élèves. Je ne fais pas que dire aux autres quoi faire, je le fais moi aussi. C'est une source d'amitié. Et donc, en fait, j'ai réussi, tu parlais de rêve, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, vers 15 ans, je me suis dit un jour, je ferais peut-être faire de la recherche. J'aimerais bien enseigner les sciences, les arts martiaux aussi en même temps. Et je me suis dit, ouais, mais l'équivalent d'enseigner les arts martiaux, c'est l'équivalent de faire un doctorat en termes de scolarité. Donc, ça va être trop. Et donc, en fait, je fais les deux. J'ai réussi à faire les deux depuis 24 ans ici en France. C'est un vrai plaisir parce que ça m'apporte beaucoup d'équilibre dans la vie. Mon travail, il est intellectuel, assis. Et les arts martiaux sont intellectuels, on se prend un peu dans la gueule. On n'a pas le temps de réfléchir. Il faut être dans le réflexe. Il faut être dans la perception. Et donc, il faut être dans le physique. Donc, ça donne un très bon équilibre, en fait. Je faisais que je m'emmerderais, en fait. Qu'est-ce qui t'a mené, avec le temps, à décider de te préoccuper des questions écologiques sous l'angle de la sociologie ? Comment est-ce que cette question-là est arrivée dans ta vie ? Alors, par accident, et ensuite, après avoir lu des résultats d'études, j'ai compris des choses sur moi-même. Donc, c'est une double réponse. Alors, par accident, j'arrive en France. J'ai fait mon doctorat au Canada. J'ai pas de boulot ici. Et on me propose de faire un contrat pour le Conseil français de l'énergie. À l'époque, en 2001, est sorti un énorme rapport sur la Commission mondiale des barrages, dans lequel justement les normes de participation sociale, démocratique et les normes environnementales viennent jouer un énorme rôle sur ce que les banques peuvent financer ou pas en matière de barrage, ce que les opérateurs d'énergie peuvent construire. Et partout où on en fait, sauf en Chine où on impose, il y a des gens qui râlent. Alors pourquoi? Donc, on me demande de faire une étude là-dessus. Et la question 2003 de la production d'énergie par les barrages, donc c'est électrique, commence déjà à émerger comme une source alternative au pétrole. On n'est pas dans le même lieu qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, il faut bien le comprendre. Le climat n'était pas aussi omniprésent qu'il est dans la sphère publique, dans les décisions, chez les opérateurs d'énergie, etc.
Mais ça commence à émerger. Mais ce que je trouve drôle, c'est que je fais des entretiens avec des gens qui s'opposent au projet de barrage, qui disent c'est pas bon pour l'environnement. C'est vrai que ça a des impacts négatifs sur l'environnement local, il n'y a aucun doute. Mais je leur dis oui, mais c'est quand même mieux ça qu'une centrale à charbon, non? Et là, oui. Et là, j'avais des militants des grandes associations environnementales qui se retrouvaient face à ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Oui, c'est bon pour le changement climatique, mais c'est pas bon pour l'environnement local. Et qu'est-ce que je fais avec cette opposition? En général, les gens bug. Il y a vraiment un bug et les gens ne savent pas comment résoudre la contradiction. Il y en a un qui a réussi en disant non, on est en train de parler d'un barrage, je vais vous parler des impacts négatifs sur le barrage. Si vous revenez me parler dans une semaine sur les centrales à charbon, on discutera autrement. Donc lui, il l'avait résolu. Mais ça a été la première piste qui m'a dit il y a un truc à faire, c'est dans les sciences sociales sur les questions de climat. Pas nécessairement de passer par l'énergie, ça aussi, mais pas que. Deuxième petite anecdote. On commençait à entendre en 2005 qu'il fallait changer de mode de comportement, de vie, etc. Parce qu'en 2050, on va rentrer dans une catastrophe. En 2005, c'est 45 ans plus tard, je ne suis même pas sûr d'être vivant. Je trouve pas ça hyper convaincant comme argument personnellement. Et je vois pas comment les gens pourraient avoir envie de devenir végétarien ou je sais pas trop quoi pour un truc qui va arriver dans 45 ans. Et je me remets juste ici, devant la rue. Et je vois une voiture passer avec deux enfants derrière qui sont debout, donc pas attachés, et les deux parents devant qui sont en train de fumer. Et là, je me dis, on est censé être capable de convaincre les gens de changer de mode de vie dans 45 ans, alors que là, pour question de sécurité physique de l'enfant, plus sanitaire avec la fumée de cigarette, on le fait pas. Donc, pour moi, il y avait un énorme décalage entre changer le mode de vie, ce discours-là, parce que sinon, c'est la cata dans 45 ans, et le fait qu'au quotidien, il y avait peut-être autre chose à faire. Et donc, c'est différent. J'ai eu d'autres observations, mais ces observations-là m'ont amené à adopter une sociologie hyper pragmatique. Je regarde comment les gens vivent au quotidien. Je leur pose des questions sur leur quotidien. Je peux leur poser des questions sur les valeurs et leurs grandes idées aussi. Mais comment ça rentre en interaction avec le fait qu'il faut aller chercher les enfants après l'école? Que si on est en milieu rural, un peu compliqué de se déplacer en vélo pour aller acheter une baguette qui est à 15 km. Il faut bien le dire. Donc, que la rénovation énergétique des bâtiments, techniquement, on sait faire, mais la copropriété, prendre une décision, c'est hyper compliqué sociologiquement. Donc, il y a tous ces éléments-là qui émergent et qui font que, avec le deuxième élément de ma réponse, c'est que je suis quelqu'un qui est très proche de la nature, en partie parce que, et ça je l'ai compris plus tard quand j'ai vu des études, les études disent qu'un des facteurs les plus importants pour expliquer pourquoi un adulte a envie de protéger l'environnement, c'est parce qu'il a des contacts directs et sensibles à l'enfance. C'est pas des cours en SVT. C'est manger des pommes dans un pommier. C'est cueillir les tomates et les bouffer là. C'est jardiner, c'est ça. Le contact direct et sensible à l'enfance. Et ça, je l'ai lu. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas juste anecdotique, c'est pas juste moi. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui émerge tranquillement dans la littérature et quelque chose qu'on a retesté après et qui semble fonctionner dans d'autres secteurs aussi. Donc ça, ces éléments d'enfance ont fait que j'ai toujours été plutôt porté sur les questions d'environnemental, etc. Je me suis jamais impliqué de manière militante sur ces questions-là. Pour moi, ma relation avec la nature, ma façon de participer à la biodiversité, c'est mon jardin, c'est mes actions individuelles. En revanche, tout mon métier consiste à faire des préconisations de politique publique, de mesures d'amélioration, de création dans des entreprises, dans des agences nationales de recherche, ou je sais pas trop quoi, l'Union européenne, pour quand même aller dans le sens de la transition. Donc, je suis sur deux plans, et c'est peut-être pour ça que je ressens pas le besoin de faire du militantisme, parce que en tant que chercheur, j'ai beaucoup plus d'impact que si je faisais du militantisme. C'est très clair. Donc, voilà. Ce qui fait quand même que malgré les difficultés d'être chercheur indépendant, éthiquement parlant, je fais un boulot que j'adore intellectuellement et qui est conforme à qui je suis éthiquement. Donc, comme tu le disais, tu peux avoir pas mal d'impact par le biais de ton activité de chercheur. Si je dis pas de bêtises, il me semble que tu as contribué au 5e et au 6e rapport du GIEC. Et je me demande quel impact ça a eu pour toi de travailler sur ces questions-là
et finalement de faire face à la réalité d'un point de vue scientifique de ce qui est en train de se jouer? Ben, il y a plusieurs impacts. Un des problèmes que j'avais à l'époque, c'était elle est double en France. La première, c'était de faire reconnaître le fait que les sciences sociales, les sciences des comportements ont quelque chose à dire d'utile pour la transition. On était à l'époque dans une approche, la science, la technique va fournir toutes les réponses et n'a pas besoin de l'humain. Et donc, je passais plus de la moitié de mon temps à essayer de convaincre les gens que je devais être sur mon projet et ensuite de pouvoir parler de mon projet. Donc ça, c'est un peu chiant, il faut le dire. Ça a changé, mais encore là, aujourd'hui, quand on regarde les moyens qui sont donnés aux sciences sociales pour la transition en termes de financement, en termes d'embauche, en termes de place, on est loin du compte de ce qu'on devrait, où on devrait être. Mais ça, c'est un autre enjeu. Et donc ça, c'est un premier élément. N'empêche que les représentants de l'ONERC, c'est l'Observatoire national sur le réchauffement climatique, qui est la branche nationale du GIEC. C'est le lien entre le GIEC et la France. Et ils se disaient, parce que ces gens avaient assisté à des négociations internationales sur le changement climatique, ils comprenaient que, bon, dans une négociation, il n'y a plus beaucoup de silence. Il y a beaucoup de négociations économiques et politiques. Et donc, en fait, le facteur humain apparaît dans toute sa force. Et ils se sont dit, en fait, on a besoin de plus de sciences sociales, en fait. Et à ce moment-là, le message commençait à passer au sein de la direction du GIEC aussi pour le 5e rapport qui était en voie d'élaboration. Et ils se sont dit, on voudrait augmenter la part des sciences sociales dans ce qu'on veut faire. Et donc, l'ONERC me propose, et voici comment ça fonctionne, la branche nationale, donc l'ONERC, propose des noms au GIEC. On reçoit un Excel dans lequel il faut remplir des questions, et 2-3 jours plus tard, ils ont vérifié les publications et ils disent si oui ou non, on peut participer et on choisit à quel niveau de participation on peut être, jusqu'à un certain point. Et donc, moi, c'est arrivé à un bon moment où j'avais quand même beaucoup galéré sur le fait de simplement avoir des contrats pour pouvoir gagner ma vie et pour pouvoir faire des projets de recherche. Et le fait de participer au 5e rapport du GIEC m'a beaucoup aidé à avoir ce saut d'approbation qui dit non, c'est un chercheur sérieux, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il fait parce qu'on a sciences sociales et climat et c'est quoi ce machin. Et donc, ça m'a aidé pas mal à obtenir des contrats, en tout cas. Ça, c'est clair. En tout cas, ça rassurait les gens que même si on n'était pas nombreux à le faire en France et qu'il n'y avait pas de grand pont derrière nous pour nous chapeauter, que finalement, il y avait un truc à faire. Et donc, ça m'a aidé. Est-ce que le fait de participer, j'ai participé à la rencontre de scientifiques de Copenhague en 2009 aussi, est-ce que participer à ça change quelque chose sur ma vision, ma compréhension du changement climatique? Pas tant que ça, parce que je m'informais par ailleurs. Il ne faut pas oublier que les rapports du GIEC sortent une fois tous les 5 ans, donc si on fait que lire ça, on est toujours en retard et c'est pas lisible de toute façon parce que c'est trop gros et trop complexe. Ce qui m'a foutu une claque, c'est quand j'ai bossé sur le résumé aux décideurs du 6e rapport. Nous, on reçoit la première version. C'est celle qui se rapproche le plus du rapport, mais condensée. Et les nouvelles étaient tellement mauvaises que j'en ai eu les larmes aux yeux à la fin de la lecture de la 2e page. Ce qui est sorti après, ça, c'est le résumé pour les décideurs. C'est un texte qui est en fait voté en Assemblée générale des Nations unies. Ce n'est plus un texte scientifique, c'est un texte de positionnement politique. Je dirais que les 3/4 des mauvaises nouvelles ont été soit enlevées, soit de beaucoup diminuées. Voilà. Donc, ce qui est sorti dans la réalité est beaucoup moins déprimant. C'est peut-être pas une mauvaise chose parce que trop déprimer les gens, ça fonctionne pas pour les faire changer. Donc, ça, on commence à comprendre. Mais en tout cas, ça pose des questions sur le processus pour moi. Ça a été chouette de participer à ça avec un 3e impact. C'est que quand j'ai été nominé pour travailler sur le 5e rapport, soudainement, dès que je faisais une proposition pour travailler, pour faire une conférence quelque part dans le monde, c'était oui. Ça, j'ai vu la différence tout de suite. Donc, en 1 an et demi, je me suis payé 17 voyages en avion, dont 8 ou 9, je ne me rappelle plus, intercontinentaux. Ce que j'ai commencé à trouver que c'était un petit peu contradictoire avec le fait que c'était sur le changement climatique. Donc, après avoir fait Californie, machin, j'ai dit, bon, là, ça suffit les conneries, dissonance cognitive, contradiction interne invivable pour moi, et puis mes étudiants de Sciences Po ne se gênaient pas pour me le rappeler, puis ils avaient raison. Donc, j'ai arrêté de faire des conférences scientifiques au niveau international. Si ça demande un déplacement en avion, je ne le fais pas.
C'est un coût. Voilà, ça a été certains des impacts. Ce qui m'importe beaucoup plus aujourd'hui, c'est d'être le coordonnateur scientifique du GIECO, donc qui est le GIEC sur les comportements, qui est indépendant, qui n'est pas aux Nations Unies, parce que on a le même cheval de bataille, c'est-à-dire faire valoir l'importance du statut des sciences sociales pour participer à la transition. C'est pas qu'on n'a pas besoin de science, mais la science, c'est juste la première étape. Elle est nécessaire et complètement insuffisante. Si on comprend pas pourquoi les gens veulent ou veulent pas changer, etc., t'as beau leur faire 10, 50 rapports du GIEC, ça ne changera pas grand-chose au final. Ça peut changer des politiques publiques. Il y a une certaine inclinaison. Mais encore là, si on avait attendu l'accord de Paris de 2015, une négociation internationale pour commencer à agir au niveau local, on ne se passe certainement pas dans un scénario 1+3, ça sera franchement pire. Donc, les initiatives territoriales, locales, individuelles sont quand même, pour moi, beaucoup plus importantes que ce qui se passe au niveau international. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile, mais si on attendait que ça, on serait foutu. Voilà. Là, tu me disais la réaction que tu as eue à la lecture de ce rapport aux décideurs. Ça me questionne sur la place de la peur dans le changement. Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Enfin, comment est-ce que ça se passe psychologiquement quand on prend conscience de ce qui est en train de se jouer? C'est assez complexe et il n'y a pas de grosses conclusions très dures dans les sciences comportementales là-dessus, ni en psychologie. Il y a des choses qui commencent à émerger. En général, si on part du postulat que le cerveau aime bien l'information, mais il ne faut pas que ça le dérange trop non plus, et que le cerveau est plutôt paresseux, la peur peut être ce petit moteur qui nous fait agir. Donc, c'est pas plus mal avoir un peu peur. En revanche, si on a très peur et qu'il n'y a pas le moyen de résoudre le problème qui fait peur, ça peut facilement se transformer en angoisse. L'angoisse mène à du déni et l'inaction, beaucoup plus qu'à l'action. Et donc, il faut faire peur à cette manière de faire de la sensibilisation, de transmettre des messages qui font peur de catastrophisme, parce qu'en fait, ça risque d'avoir l'effet opposé à ce qui est recherché. Ce qui est intéressant en psychologie sur les émotions aussi, c'est qu'on sait que si on offre une solution à un problème, même si la solution ne résout pas vraiment le problème, si le cerveau pense que ça résout le problème, on diminue l'angoisse et on augmente la chance que les gens vont peut-être agir. Et donc, en fait, avec un message un peu de crise, de cata qui viennent, il faut offrir des outils pour être capable de dire « je participe à la solution ». Ça ne résout pas tout, hein. Mais on a publié il n'y a pas très longtemps avec une grosse équipe avec des Américains, des Français, une revue de littérature sur le rôle des émotions de base. Donc, dégoût, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde une partie de la littérature, une partie dit oui, il faut faire peur parce que c'est ça qui mène à l'érection, et une autre partie qui dit ah non, si vous allez trop loin, ça marche pas du tout. Le dégoût. En fait, le dégoût, ça dépend. Le dégoût par rapport à quoi? On peut utiliser le dégoût comme étant un outil émotionnel pour aller dans le sens de la transition. Les trucs de pétrole et charbon, ça nous dégoûte très bien. Mais c'est vrai aussi que le ver de terre dégoûte beaucoup plus que le panda et que c'est pas avec un ver de terre sur une affiche qu'on va être capable de récolter du pognon pour sauver la biodiversité. C'est avec une affiche avec le panda. Donc, le dégoût et les émotions, en fait, dépendent sont liées à une autre chose pour moi. Qu'est-ce qu'on fait avec une émotion? Est-ce qu'on se laisse envahir? Est-ce qu'on l'utilise comme outil pour avancer? C'est vraiment de la psychologie fondamentale quand même. Avec une chose qui émerge assez fortement dans la littérature anglo-saxonne surtout, c'est la perception qu'on a de soi-même, de notre capacité à agir, et deux, d'avoir un effet sur le monde. OK? Et donc, si on a des émotions négatives et qu'on est persuadé qu'en agissant, on a un effet positif, émotion positive ou négative, on va quand même tenter d'agir. Si on a l'impression qu'on n'a pas une self-efficacy, que ça s'appelle en anglais, une efficacité perçue de sa propre capacité à agir, si on ne l'a pas, on n'agit pas. Ensuite, il y a des gens qui ont cette capacité de se dire oui, je peux, mais à quoi ça sert si les autres ne le font pas? La petite goutte d'eau dans l'océan. Et là, on se retrouve plus dans la question des motivations intrinsèques et extrinsèques. Une motivation intrinsèque, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas un jugement, c'est vraiment c'est du fonctionnement tout simple. Mais la manière que moi je fonctionne, c'est que si jamais justement je reprends cette
cet exemple de trop de voyages en avion, dissonance cognitive. En fait, je me fous pas mal de ce que les autres disent là-dessus. Ce qui me dérangeait, c'était mes propres valeurs par rapport à mes propres pratiques de voyage en avion. Ça correspondait pas. Ça me rend mal à l'aise à un point tel que j'arrête. Mais pour d'autres, c'est plutôt des motivations extrinsèques. Ça peut être une récompense, ça peut être des accolades, ça peut être des applaudissements, ça peut être du pognon, il y a tout ça. Et donc, si ça va dans la transition, les gens vont être plutôt portés à le faire. Mais là, de nos jours, les normes sociales commencent à changer, mais être dans un processus de changement de mode de vie pour aller dans la transition, à la fois, les gens se moquent encore un peu de ceux qui sont trop impliqués. Il y a un peu de ça quand même, un petit peu du ridicule de l'écolo de base. Ce que je constate quand même, c'est que les normes sociales changent parce que les gens qui prennent l'avion s'excusent de le prendre. Et avant, c'était une fierté. Donc, il y a quand même des choses qui évoluent. C'est pas parce qu'on a honte de prendre l'avion qu'on arrête de prendre l'avion. Mais sociologiquement et psychologiquement, il est intéressant de noter qu'avant, on était fiers. Maintenant, on ne l'est plus. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a des changements subtils de l'ordre du qualitatif en train de se mettre en route dans la société et que ça va dans la bonne direction. Et selon toi, avec les travaux que tu mènes, quels sont les leviers d'action les plus efficaces justement pour faire changer nos comportements de manière concrète? C'est peut-être un biais de ma part parce que je fais de la sociologie pragmatique du quotidien, mais bon, je l'ai fait avec des entreprises, j'ai fait des analyses avec des collectivités territoriales, avec des associations, avec des individus. Et pour moi, en tout cas, une des meilleures stratégies de base, après ça, il faut l'appliquer de manière un peu spécifique à chaque groupe. Association X n'aura pas les mêmes problèmes qu'association Y, par exemple. Une association sur le climat entend beaucoup mieux le message climat que les anciennes associations environnementales qui regardent les oiseaux, les champignons. Et ça, des associations naturalistes ont eu beaucoup de difficultés à prendre en compte le climat en France, hein, puis ailleurs aussi. Donc, il faut le faire, mais il y a quand même des stratégies de base. En fait, on n'a pas besoin d'expliquer toute la science du changement climatique pour que ça soit suffisant pour que les gens aient envie de changer. Ça sert à rien de rentrer là-dedans. Voilà, ça, c'est une première chose. Juste good enough science, comme on l'appelle. Juste de la science suffisante et assez bonne. Ce qui est le plus important, c'est d'amener des solutions concrètes à un problème concret. Donc, on a un chef de cuisine dans une cantine et qui décide de passer en mode végétarien. S'il fait cuire et bouillir tous ces putains de légumes, beaucoup trop longtemps, les légumes sont mous, ils sont pas bons, il n'y a plus de nutriments dedans, et en plus, c'est dégueulasse au goût parce qu'ils deviennent tous amers, en général. Donc, les enfants ne veulent pas manger. Lui, ce que le chef cuisinier, ce dont il a besoin, c'est les bonnes recettes. D'apprendre à cuisiner autrement, peut-être s'inspirer un peu plus des recettes asiatiques. Mais là, depuis quelques années, on voit en France de la bouffe française, végétarienne, avec des textures différentes, intéressantes, avec des goûts différents. On voit d'expérimentation là-dessus, ça a pris du temps. Et ça, c'est super important. Donc, apporter des solutions opérationnelles à des problèmes réels, quotidiens. Ça, c'est pour les individus, c'est pour des gens qui sont dans un poste spécifique. Quand on est élu, c'est d'apporter des solutions opérationnelles, mais au niveau d'une politique publique. Donc, on est plus sur, par exemple, en matière de mobilité, à force de faire des études individuelles sur la mobilité, on a fini par comprendre que ce n'était pas le plus gros problème. Le problème, c'est l'individu, mais la solution, c'est pas l'individu. La solution, c'est de mettre l'individu dans un cadre de vie, un quartier, qui l'amène simplement à ne pas utiliser sa voiture parce qu'il n'en a pas besoin. On arrête de le faire avec des discours environnementalistes, avec des discours sur le climat, et on lui fournit son médecin, la salle de sport, la boulangerie, la supérette, le café cool le matin. Il ne prend pas sa voiture pour aller chercher sa baguette, il en a une à côté. Et donc, ça, on commence à mieux le comprendre aussi. Et donc, il y a tout ça qui joue un rôle. Et donc, selon le secteur d'émissions de gaz à effet de serre ou d'impact de biodiversité qu'on peut avoir, il y a des solutions qui sont différentes. Mais au final, ça amène, les solutions devraient viser à simplifier la décision de changer. Justement, sur cette thématique, est-ce que tu pourrais expliciter un exemple d'accompagnement que tu as pu faire auprès d'un client pour qu'on comprenne un petit peu plus concrètement ce que tu fais dans ton quotidien et au travers de ton activité? Ouais, et là, je vais monter en complexité plutôt que de la réduire.
j'ai fait pas mal d'études sur comment les gens rentrent en interaction avec l'énergie. OK? Je prends toujours le même exemple. Puis si vous mettez un couvercle sur vos pommes de terre en train de cuire, on a plusieurs raisons pour le faire. On veut réduire le temps de cuisson. On veut que ça soit cuit en même temps que le restant de la bouffe. Donc ça, c'est de la gourmandise. C'est aussi parce qu'en fait, il y en a qui veulent réduire les kilowattheures. Regarde leur kilowattheure sur la facture. Et si, comme ici, je suis au gaz, ben réduire les gaz à effet de serre. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais ces raisons-là, je les avais pas comprises au début. C'est en faisant une première recherche, une deuxième, une troisième, puis une quatrième. Je me suis dit, mais j'ai déjà vu ça avant. Pourquoi est-ce que c'est différent sur ce projet là-dessus et pas? Et donc, je suis arrivé avec 7 profils socio-énergétiques. 7 manières de rentrer en interaction avec l'énergie. Donc, on a les écolos. On a les énergiphiles qui sont à peu près 3 à 4 % de la population, qui comprennent ces kilowattheures pour qui la stabilité des réseaux est importante. C'est des gens qui travaillent soit pour un opérateur d'énergie ou pour une compagnie qui développe des technologies énergétiques. Sinon, quand on sort de là, il n'y a plus grand monde en fait. Il y a l'économe qui veut réduire sa facture. Il y a le technophile, parce que les nouvelles énergies maintenant et les nouvelles approches de l'énergie sont très technologisées, avec Linky, avec tout ça. Ce sont des gens qui aiment bien avoir le dernier gadget qui vient de sortir, quel qu'il soit. L'énergie, ils en ont rien à foutre, mais s'ils peuvent jouer avec sur leur téléphone, ils sont contents. Voilà. Et ça peut amener à des gains. Et ensuite, on a l'impuissant. C'est des gens qui savent pas trop comment faire, mais qui aimeraient bien faire mieux. Et donc, ils disent, est-ce que ça vaut la peine de prendre une douche plutôt qu'un bain? À quel point ça vaut la peine de changer mes ampoules? À quel point ça fait une différence de cuisiner des petits morceaux de viande à la poêle plutôt qu'un gigot au four, par exemple? Donc, ils se posent ces questions-là, ils savent pas trop comment y aller. Ensuite, il y a les indifférents, ça existe. Les indifférents qui, quand vous leur parlez de climat ou d'énergie, ils disent, ouais, t'as vu le match de foot hier? Ils sont pas contre, mais ça les intéresse pas, ils sont juste indifférents. Et ensuite, il y a les récalcitrants, les résistants qui veulent, non, là, c'est du foutage de gueule, c'est la faute des Chinois, l'État fait passer, puis les entreprises, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, on a ces profils-là. Et donc, en développant ces profils, à un moment donné, les opérateurs d'énergie qui sont venus me chercher, puis qui me disaient, on a besoin de mieux comprendre nos clients parce qu'on leur parle, puis on dirait qu'ils ne comprennent pas. Je dis, ouais, mais vos conseillers clients, ils leur parlent comment, kilowattheure? Ouais. Ben, il y a seulement 3 % de la population qui comprend et c'est jamais le 3 % qui peut être en face de vos bureaux. Donc, il faut parler autrement. Donc, en fait, j'ai pas mal contribué, par exemple, à GEG, à Grenoble, à la SMEG à Monaco aussi, puis certains grands groupes énergétiques en France aussi, sur la manière d'entrer en interaction pour tenter de mieux capter l'attention de leurs clients pour entrer dans un processus de diminution de leur consommation d'énergie, soit par la sobriété, c'est-à-dire changement de comportement. Il n'y a que les écolos que ça intéresse et certains énergiphiles, changer de comportement. Les autres, c'est plutôt les solutions techniques. On remplace un sèche-linge, un vieux sèche-linge par un neuf, ça fait le même truc, mais ça consomme moins. J'ai rien changé. Okay? Faire de la rénovation énergétique d'un bâtiment, c'est génial parce qu'on peut continuer à vivre exactement comme on le faisait avant, mais on consomme moins. Donc, c'est pas les mêmes freins, c'est pas les mêmes moteurs. Je pense que si j'ai fait une contribution avec Marie-Christine Zellem sur la question de l'énergie, c'est de faire comprendre aux décideurs que la sobriété comportementale comporte des freins au changement que l'efficacité énergétique ne comporte pas et que si on mélange les deux, ben on parle à personne. Donc, parce que si on parle d'efficacité alors qu'en fait, le problème, il est ailleurs, ben, on répond pas au problème. Donc, ça c'est des exemples sur la mobilité. Quand je bossais beaucoup sur la mobilité aussi, anecdote perso, je travaille avec le Grand Lyon et ils développent, grâce aux préconisations, des nouvelles manières de mettre de la pression sur la voiture. C'était la première phase des premières études sur la mobilité. Première réaction de tout le monde, c'est de mettre de la pression. On a compris qu'il fallait être plus subtil un peu plus tard. Et 2 ans après, je suis invité pour le lancement du nouveau plan climat, qui avait repris une bonne partie de mes préconisations sur la mobilité d'ailleurs. Et vu que c'était tard le soir, je suis allé en voiture. Ils avaient déjà commencé à mettre en œuvre certaines des mesures. Ça m'a saoulé. Et là, je me suis dit, mais ça marche pour le truc. Parce que même moi qui ne suis pas un automobilisme, franchement, la voiture, j'en ai pas. Donc, j'en ai pas besoin. Mais là, ça m'a vraiment saoulé. Quand je suis arrivé, j'ai parlé au chef du plan climat. Je dis, mais. Ah, il dit, oui. On a commencé à mettre en œuvre certaines des mesures et je vois que ça marche. Et donc, on a appris après qu'au-delà de mettre
de la pression sur la voiture, il faut faire de la compensation et il faut aussi inciter à faire autrement. Et donc, là, maintenant, on le voit tout de suite dans les espaces urbains. On réduit la place du nombre de parkings. Pourquoi? Parce que les gens détestent tourner en rond pour se chercher une place de parking. Donc, ça met de la pression sur la voiture. Mais les commerçants ne sont pas contents. En revanche, vous transformez la place de parking en terrasse pour le restaurant, pour le café. Et là, soudainement, ça marche. Et donc, en fait, vous voyez, vous faites pression négative d'un côté et encouragement positif de l'autre. Et les deux se répondent. Et donc là, on a une synergie, en fait, qui marche bien. Même chose, un des critères dans la mobilité pour laquelle les gens utilisent plus la voiture, c'est qu'ils ont l'impression, c'est pas toujours vrai, ils ont l'impression que c'est plus rapide en voiture. Donc, deux choses. C'est que si vous avez deux voies et que vous en enlevez une, ben, ça fait plus de voitures sur un et des bouchons plus longs. Ça ralentit. Tandis que dans l'autre voie, vous avez soit des vélos qui vous dépassent, donc là, déjà, l'automobiliste pas content. Ou des bus qui dépassent aussi dans le bouchon. Automobiliste pas content. Les autres sont contents en revanche. Donc, on fait ça. Et ça marche bien aussi. D'où aussi toute cette idée dans plusieurs grandes villes de France de réduire une grosse partie des zones urbaines en 30 km/h. Parce que 30 km/h, à vélo, ça se fait. Là, tu nous parles de beaucoup d'exemples au niveau collectif. Et moi, je me pose la question parce qu'on a tous dans notre entourage des personnes qui vont être difficiles à convaincre par rapport au fait de changer leur comportement. Comment est-ce qu'à l'échelle individuelle, tu t'adresses à quelqu'un qui, pour le moment, ne serait pas conscient ou pas volontaire pour essayer de changer son comportement? C'est quoi la stratégie à l'échelle individuelle? Ça, c'est plus compliqué et je tends à ne pas le faire, moi personnellement. Mais il y a quand même quelques conclusions globales. Un, ne jamais faire de prosélytisme. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les grands discours sur sauver la planète parce qu'avec ce type de personnes, ça marche pas. Ça sert à rien. Moi, j'ai l'habitude de dire que si vous voulez sauver le climat, il faut pas en parler. C'est un petit peu radical, c'est un peu provoque, mais c'est pas complètement faux non plus. En fait, c'est une approche par co-bénéfice. Viens faire du vélo avec moi, tu vas voir, je vais te montrer des belles pistes cyclables, on va passer dans des parcs, c'est super agréable. Oh, ça te pris 5 minutes de plus qu'en voiture seulement. Ah! Pas besoin de parler climat pour ça. Ça peut être convaincant. La plupart des gens ont peur, en fait, de se prendre une bagnole en vélo. C'est pour ça qu'ils font pas de vélo. Tu fais des pistes cyclables sécurisées, tu as résolu le problème, tu n'as pas besoin de faire du climat. Donc, à l'échelle individuelle, c'est pareil. Ça sert à rien de trop parler de climat parce que déjà, des gens qui sont maintenant, en 2024, réticents et ne veulent pas entendre la question, ceux qui ne veulent pas l'entendre. Là, on n'a pas le choix. Là, c'est une décision quasi consciente. Donc, il faut parler d'autres choses. Il faut parler de co-bénéfices, d'autres plaisirs qu'on peut avoir à faire du vélo, à manger végétarien, etc. Si tu veux convaincre les gens de manger des plats végétariens, tu leur fais une bouffe à la maison. Il faut que ça soit bon, parce que ça, on s'est foutu. Mais si c'est bon et qu'ils aiment, ben, en fait, pour moi, tu as été plus efficace que de leur donner un rapport de GIEC. C'est clair. Donc, même à l'échelle individuelle, moi, j'ai eu pas mal d'étudiants de Sciences Po qui, depuis une vingtaine d'années que j'enseigne là, pendant l'année que je leur enseignais, on fait ce processus de devenir végétarien. Et soit ils en parlent en classe, soit ils en font carrément un mémoire. Et les retours des familles, des amis sont très compliqués. Il y a un contre-jugement qui dit « Ah, tu nous juges parce qu'on mange de la viande. » Non, j'ai juste dit que je devenais végétarien. Puis je dis voilà. Eh ben non. Les autres prennent ça comme un jugement. Ils le prennent mal. Et donc, ça, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Il y a l'autre élément aussi qui, pour moi, est important, c'est que si on parle de quelque chose, il faut le faire. Il faut être vraiment cohérent. Ça, c'est vrai à l'échelle individuelle. L'exemplarité, c'est ça. C'est d'avoir le moins de décalage possible. Il y en a toujours un peu, ça. On peut pas s'en sortir, on est humain. Mais d'avoir le moins de décalage possible. Si je dis dans une conférence, la meilleure chose que vous pouvez faire pour le changement climatique, c'est de devenir végétarien. Je suis pas végétarien. Je l'ai été pendant 17 ans. J'ai essayé pendant les 2 dernières années de le redevenir. Ça n'a pas marché. En revanche, j'ai beaucoup diminué ma consommation de viande. Bon, voilà. Vous faites ce que vous voulez avec ça après. Donc, l'exemplarité est super important, et c'est vrai au niveau collectif aussi.
une collectivité territoriale qui donne des directives, des consignes, voire des obligations de mobilité, machin, et qui ne renouvelle pas sa flotte de véhicules, qui continue à avoir des véhicules pourris qui polluent, je suis désolé, mais il n'y a personne qui veut suivre. Et donc, ça, c'est super important. Donc, à la fois au niveau individuel, cette exemplarité, elle est importante. Moi, l'anecdote que j'aime le plus là-dessus, mais nous ne sommes pas tous des Gandhi, c'est qu'un jour, il y a une maman et son petit garçon de 7-8 ans qui viennent voir Gandhi. Gandhi, tu peux dire à mon enfant d'arrêter de manger du sucre, s'il te plaît. Il dit, reviens dans un mois. Donc, elle revient plus tard. Gandhi, tu peux dire à mon enfant, ah oui, je me souviens, oui. Il dit, arrête de manger du sucre. Puis la mère a dit, t'aurais pas pu me dire ça il y a un mois? Il dit non, parce qu'un mois, je mangeais du sucre. On n'est pas tous des Gandhi, mais il y a une leçon assez fondamentale là-dessus, d'essayer de mettre en œuvre le plus possible ce qu'on fait, sans en faire des grands discours. Elle est là, la leçon pour moi là-dedans. Et cette petite anecdote de Gandhi est quand même confirmée par pas mal d'études, en fait. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir sur le fait que d'un point de vue psychologique, on a du mal à mettre le doigt sur les choses qui vont vraiment être efficaces? Tout à l'heure, tu donnais l'exemple du panda et du ver de terre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on explique à quelqu'un qu'on va pouvoir sauver les pandas, les ours blancs ou les éléphants, on a beaucoup plus d'impact qu'en parlant du fait de sauver les vers de terre, alors que, factuellement parlant, les vers de terre sont plus indispensables à nos écosystèmes aujourd'hui? Ça, clairement. Alors là, on est vraiment dans un faisceau. Ta question est beaucoup plus compliquée qu'il ne semble parce qu'en fait, on est dans un faisceau de facteurs qui se rencontrent et qui font partie de différentes disciplines. Un des objectifs du GIECO, dont je suis le responsable scientifique, c'est d'avoir cette vision multidisciplinaire sur, par exemple, un levier de changement ou un frein de changement, comme celui-là. Qu'est-ce que la psychologie va dire? Oui, la psychologie va dire des choses que les sciences neurocognitives ne vont pas dire, vont dire l'inverse. Ça peut arriver. Même chose pour la sociologie ou l'anthropologie. Et donc, si on a des décalages, c'est parce que, en fait, on n'explique pas les choses de la même manière, ou alors parce qu'il y a des vraies contradictions, donc des problèmes de méthode. Je sais pas. On ne sait pas toujours. Donc, un des objectifs du GIECO, c'est de faire ça. C'est d'essayer de comprendre sur ça, les émotions, par exemple. Pourquoi est-ce que parfois ça amène à de l'éco-radicalité d'être anxieux et pourquoi ça amène aussi à du déni? C'est que le moment de bifurcation entre l'éco-radicalité, le déni et climato-scepticisme total, moi, en tout cas, mon hypothèse, c'est qu'à la racine, il y a une angoisse. Mais on n'a pas la même réaction. Et dans toutes les recherches que j'ai faites, puis même l'écriture du chapitre qu'on va publier dans le deuxième rapport dans le premier rapport, deuxième volume du GIECO, c'est que en autant qu'on sache, on n'a pas de réponse là-dessus. Pourquoi il y a cette bifurcation? Puis mon hypothèse pour laquelle on n'a pas de réponse là-dessus, c'est parce qu'en fait, il nous faudrait quelqu'un, une discipline qui existe, qui fasse les parcours de vie et qui regarde comment la socialisation par les parents nous ont donné un sentiment d'efficacité, d'être capable d'agir malgré l'émotion. Mais ça, c'est hyper compliqué. Faire ça à grande échelle sur combien d'individus, ce sont des moyens énormissimes. Mais je pense qu'il y a une partie, en fait, de l'explication de pourquoi on peut tendre vers le déni total ou la radicalité totale, voire de temps en temps faire un peu des deux. Ça, c'est de la multidisciplinarité. On peut pas y échapper. À longtemps que je sache, il n'y a pas de super bonne réponse là-dessus. Il y a des éléments de réponse, mais rien de définitif. Là, tu parles de socialisation Oui. de la part des parents. Ça vient questionner la notion d'imaginaire. Quel est, selon toi, le rôle de ces imaginaires dans la redirection écologique et la transition qu'on doit opérer? Je te dirais que les imaginaires qui proviennent de notre société capitaliste consumériste sont beaucoup plus puissants que ceux qui sont véhiculés par la famille. On baigne sans cesse dans une surinformation de surconsommation, non-stop. On n'a même pas besoin d'avoir une stratégie du complot, c'est que tout le monde le fait par défaut. Et ensuite, il y a quand même des choses qui sont véhiculées par différents médias. Si on regarde des influenceurs, j'ai un super mémoire là-dessus cette année. Si on regarde les différents influenceurs, YouTube ou X, etc., on se retrouve souvent, il y en a une d'ailleurs qui l'a super bien fait, qui montre un papa qui amène sa petite fille, elle a 5-6 ans, je pense, dans un énorme centre d'achat à Dubaï. Et la manière dont le papa présente ça, c'est que là, on est au paradis. Il achète pratiquement tout ce qu'il veut, très cher,
La petite est super contente, mais la petite est juste contente parce qu'elle obtient ce qu'elle veut, parce qu'elle a des cadeaux, parce que c'est son anniv. Mais être à Dubaï pour ça, je pense qu'elle n'a aucune conscience de ce que ça veut dire. Mais ce qui est véhiculé par ça, c'est le concept de réussite. L'imaginaire de la réussite dans notre société, c'est la grande maison, c'est souvent une bonne bagnole, la capacité à consommer, la capacité à sortir, consommer des ressources, etc., etc. C'est pas le bien-être. Le bien-être, c'est censé découler de tout ça, de ce que je viens de dire avant. En ce qui me concerne, les priorités sont pas inversées là. Et donc, les imaginaires qu'on voit sont véhiculés parfois de manière un peu kitschounette comme ça, assez évident, mais parfois aussi, c'est autre chose. Alors, on a fait une étude sur les représentations sociales dans les pubs. Et là aussi, dans les pubs, on se retrouve avec des trucs hyper aberrants. On a un 4x4 dans la pub, on se retrouve au sommet d'un volcan. Le seul moyen d'y arriver, c'était probablement de l'amener par hélicoptère, le putain de 4x4. On voit dans les rues de Paris, il n'y a personne dans les rues de Paris quand ils se promènent en voiture. Vous avez déjà vu Paris vide? Non, impossible. On vend de la bière. On vend de la bière souvent dans un contexte très convivial. Il y a une fête. On a vu des pubs où on montrait plus le barbecue à la viande que la bière qui était censée être vendue dans la pub. Donc, on vend quoi? En fait, on vend toute une société carbonée. L'imaginaire, elle est là. Puis c'est une société qui est carbonée dans le sens que si on a utilisé autant les énergies carbonées que maintenant, jusqu'à maintenant, qu'on commence à vouloir en sortir un peu, c'est qu'en fait, elles sont hyper pratiques. On peut mettre ça dans un réservoir et se promener avec. En fait, la voiture devient possible. Et à partir de ça, on développe l'urbanisme. C'était pas cher. C'était hyper rentable et énergétiquement pas inefficace non plus. Donc, on est parti là-dessus. Mais ça permet aussi une surconsommation, une surexploitation des ressources. C'est les deux. Et plus on consomme et plus on a envie de consommer. Moi, je trouve que au-delà de l'imaginaire du capitalisme de surabondance, c'est que cette surabondance, même au quotidien, en fait, va nourrir quelques leviers cognitifs et de fonctionnement du cerveau. Le premier, c'est la récompense immédiate. Le cerveau aime la récompense immédiate. C'est pour ça qu'on mange du sucre et qu'on boit du café. C'est immédiat, on est content, on se sent bien. Surconsommation, dans notre société de production, vise ça. C'est un des fonctionnements fondamentaux du cerveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le dépasser, qu'on ne peut pas fonctionner autrement, un peu, mais ça est nourri par le système capitaliste. La deuxième chose que ça nourrit, c'est un petit peu mesquin de dire, c'est la comparaison avec les autres. Si la réussite sociale, c'est pas tout seul dans son coin en général, c'est par rapport aux autres. On a des individus qui considèrent qu'ils ont réussi leur vie parce qu'ils ont accompli leur rêve, justement, tu en parlais. Donc ça, on s'en fout des autres à ce moment-là. Mais dans notre société dans laquelle les normes sociales sont assez fortement ancrées dans le capitalisme et dans le matérialisme, on peut quand même dire que avoir réussi se définit aussi avec des normes matérielles, de succès matériel, non pas de bien-être ou de spiritualité ou de je ne sais pas trop quoi. Et donc, le système capitaliste est d'une efficacité redoutable pour faire de la pub sur lui-même et nous convaincre que ça, c'est vraiment chouette comme truc. Faut savoir, pour pas penser qu'on est prisonnier de ce cerveau, efficacité immédiate, récompense immédiate, on a ici un deuxième cerveau, c'est une manière de parler, mais ça marche bien, qui, lui, est capable, en fait, de voir l'avenir, de prospective, de planifier où est-ce que j'ai envie d'être dans 10 ans, qui n'est pas nécessairement que, je ne parle pas du moment présent bouddhiste, je parle d'un moment présent capitaliste maintenant, et qui est capable de faire autre chose. Ce qui est intéressant avec ce cerveau, qui est capable de projection vers l'avenir, c'est également le même cerveau qui est capable d'empathie pour les autres et de prendre en compte les non-humains. Ça, on ne nourrit pas assez dans notre société. Cet imaginaire-là qu'on pourrait nourrir par des BD, par de la pub, par des films, par des romans, par des t-shirts pour les enfants, on ne le fait pas. On nourrit plutôt le premier cerveau. Ce qui veut dire qu'on a de la difficulté à changer parce qu'il faut commencer à faire de la planification à long terme, parce qu'il faut commencer à penser aux non-humains, parce qu'il faut commencer à penser en dehors de soi. Donc, les imaginaires sont corrélés, en fait, aussi à des envies et des fonctionnements du cerveau, mais qui ne sont pas mécaniques. On peut changer le fonctionnement du cerveau, ça c'est clair.
Qu'est-ce que tu observes, toi, sociologiquement parlant, en termes de comportement vis-à-vis de l'écologie, suivant les générations? Est-ce qu'il y a des corrélations qu'on peut faire ou pas du tout? Il y a des tendances. Il y a des tendances qu'on voit de plusieurs manières. Et il y a des signaux faibles. Un signal faible dans la science, c'est quand tu dis, ça fait 3-4 fois que j'entends ça, je suis pas encore capable de le confirmer à grande échelle, mais intuition du chercheur, ça pourrait devenir important, tu vois. Le premier que je constate, c'est que entre 2006-7 et 2012 environ, les grandes enquêtes, Eurobaromètre, INSEE, etc., montraient une désaffectation des jeunes par rapport à l'enjeu environnement. Donc, on commence à regarder la question. Et la question était, est-ce que vous faites partie d'une association environnementale? Ça, c'était la réduction, en fait, d'une implication d'environnement. Et, en fait, on voyait que les jeunes ne faisaient plus partie des associations environnementales, qui se retiraient. Conclusion, ils sont moins écolos que les autres. Ben, non, en fait. On a commencé à poser des questions différentes pour dire que non, les anciens modes de fonctionnement, d'objectifs, etc., des anciennes associations environnementales ne correspondaient plus du tout aux attentes de la nouvelle génération de jeunes, qui ont donc commencé à créer leur propre association à peu près ça, de 2016-2017. Donc, quand on pense à Rénovation Extinction, quand on pense à Alternativa, quand on pense à tous ces nouveaux mouvements, ce sont des jeunes, en fait, qui les ont créés et qui les ont créés parce qu'ils étaient déçus de ce qui se passait chez les autres. Donc, ça, c'est le premier élément d'un fossé générationnel, en fait. Ça va pas si loin et les jeunes pensent que les anciennes associations environnementales qui existent depuis très longtemps, qui sont connues, sont pas efficaces. La preuve, on a une crise écologique encore plus grande qu'avant. Donc, dans leur tête, il faut faire autrement. D'où des tendances vers plus de radicalité aussi. Ça, c'est clair, c'est associé. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément, ça, c'est pas un signal faible, c'est pas mal acquis comme compréhension du phénomène. Deuxième, est-ce que les jeunes sont plus écolos que les vieux? Pas tant que ça. C'est juste que ceux qui sont écolos le sont plus. Mais en termes de nombre, pas nécessairement, en fait. Est-ce que les jeunes sont plus éco-anxieux que les vieux? Oui. Mais les jeunes sont aussi plus juste anxieux que les vieux en général. Ça fait partie de l'âge en partie. Donc, là, ce qui semble émerger en termes de signal faible, c'est que les éco-anxieux sont juste anxieux de toute façon comme fonctionnement de base. Et là, on leur fout une crise écologique dans la gueule. Et donc, ils ont une bonne raison de l'être en plus, c'est justifié. Donc, OK. Ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément qui émerge, que je trouve super intéressant, c'est que les jeunes commencent aussi à avoir un certain effet sur la génération de leurs parents. On le voit parce que les parents se plaignent que les jeunes leur foutent trop de pression sur machin. Les parents, pas mal de parents se plaignent sur cette question-là. Les parents disent « Ah, pourquoi tu deviens végétarien, blablabla. Ah, fous-moi la paix avec ton tri. » Mais aussi plus, c'est qu'on remarque des chefs d'entreprise, petites, moyennes, et des chefs de service dans des grandes entreprises, qui, après avoir eu quelques conversations en table avec les enfants, qui leur dit ben, vous avez foutu notre futur en l'air, je te remercie, toi et ta génération. On est dans la merde parce que ce que vous avez fait, tu n'as pas honte de travailler pour ta compagnie, etc. Ben, les parents commencent à se poser des sérieuses questions sur ben, qu'est-ce que je fais dans ma compagnie, et ils n'ont pas tort, les cons. Ils n'ont pas tort, nos enfants, de leur dire qu'on risque de leur laisser un monde en catastrophe. Et là, ces parents-là se disent, j'ai pas envie de contribuer au problème, j'ai envie de contribuer à la solution. Et ça aussi, ce sont les signaux faibles, mais on le voit quand même émerger. Donc, pour moi, c'est pas négligeable comme un facteur déclencheur de nouveau, d'innovation, de changement de direction par certaines des entreprises avec qui j'ai bossé ou dont j'ai lu des rapports, etc., etc. Il y a un peu de ça qui émerge. Avec un quatrième maintenant, élément, c'est aussi un signal faible, mais qu'on entend de plus en plus souvent, ça commence à être... on se retrouve donc avec un chef d'entreprise, un chef de service qui fait une candidature et qui a un candidat devant lui pour entrer. Et la citation qui ressort presque tout le temps maintenant, c'est de la part du chef d'entreprise, c'est on ne sait plus qui fait passer l'entretien à qui, là. Il nous pose des questions sur notre responsabilité environnementale, sur la capacité d'innovation. Ouais, moi, il nous parle beaucoup aussi de vacances, mais quand même, en fait, on sent qu'ils veulent bien un boulot,
mais pas n'importe quel, pas n'importe quel prix, et qui font des choix, pour beaucoup, ceux qui le disent en tout cas, dans lesquels le critère environnemental et capacité à améliorer les choses au niveau de l'environnement, de l'impact environnemental d'une entreprise, de son process, de je sais pas trop quoi, ça joue un rôle dans la décision du candidat à déposer un dossier ou à se faire embaucher après. Et là, quand on voit que des gros opérateurs d'énergie, des énormes compagnies comme EDF veulent embaucher des milliers et des milliers de personnes sur les 10 prochaines années, ils rentrent en concurrence avec d'autres pour garder les bons candidats. Ça, c'est le dernier élément qui est intéressant, avec des jeunes qui n'ont plus la vieille fidélité des vieux de rester 30 ans dans la même compagnie. Non, si dans 5 ans, ça ne fait pas mon affaire parce que, en fait, vous m'avez promis des trucs qui n'arrivent pas, je vais aller voir ailleurs. Ouais, mais c'est un bon, il est bon, ben, tu veux le garder? Et donc, la fidélisation des employés est quelque chose qui est en train de monter. Et l'environnement joue en partie, pas que, mais l'environnement, le climat, l'attention vont jouer un rôle là-dedans aussi. Donc, il y a des trucs qui se passent en termes de génération. Mais bon, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est con et pas écolo, et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est écolo non plus. C'est intéressant, là, le dernier point que tu évoquais sur cette évolution qui se fait à la fois par les demandes nouvelles des candidats et des entreprises qui essaient de les fidéliser. Est-ce que, selon toi, la création de ces synergies entre générations va avoir un impact majeur sur la transition écologique? Ça dépend des sociétés. Société française est encore bien hiérarchique sur la question de l'âge, quand même, il faut le dire, plus que les pays anglo-saxons. Donc, je pense qu'il faut l'aborder, cette question-là, de manière assez subtile, assez stratégique, pour voir comment ça peut être gagnant-gagnant des deux côtés. Mais il y a certainement, en tout cas, une demande accrue pour des compétences en matière de transition. Et ces compétences, de la part, des fois c'est pour du greenwashing, hein, mais pas toujours. Les collectivités territoriales en ont besoin. Beaucoup d'entreprises veulent faire un peu de changement. Et donc, ils ont besoin des gens qui sont capables de le faire aussi. Donc, il y a la question de l'offre et de la demande qui émerge avec une nouvelle génération qui est de jeunes, de ton âge, qui sortent de l'université, qui sont vachement mieux formés de manière un peu plus multidisciplinaire qu'avant aussi, beaucoup moins sectorielle qu'avant, beaucoup moins hyper spécialisée. On a encore des spécialités, puis heureusement, mais on a vu autre chose pendant le cursus. On n'est pas aussi cons, les ingénieurs sont moins cons qu'avant sur les questions de sciences sociales, et les sociologues, etc., sont moins cons sur les questions de sciences. Et ça, c'est important aussi. C'est des nouvelles compétences de mettre en coordination, en équipe, des gens qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble, sauf les jeunes. Donc là, il y a des trucs à jouer là-dessus, je pense. Je reviens sur une question un petit peu plus personnelle et originale. Tout à l'heure, tu nous parlais de ta passion pour les arts martiaux. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter des parallèles que tu peux faire entre ta pratique des arts martiaux et ta pratique en tant que chercheur? Est-ce qu'il y a des liens qui existent? Oh, ça, c'est intéressant comme question. Ouais. Surtout quand j'ai construit ma carrière et que c'était difficile, il faut avoir une sacrée tête de cochon. On peut dire de l'autodiscipline pour être un peu plus formel. Pour atteindre des objectifs, il y a toute la question d'apprentissage dans les arts martiaux, surtout les arts martiaux un peu complexes, où on fait plusieurs types d'arts martiaux intégrés. Il faut être hyper stratégique dans la manière de faire des choses. Et faire le bon choix au bon moment, c'est la même chose dans les méthodes. Il y a un moment donné, on se retrouve avec tellement de critères, de facteurs à analyser qu'il faut prendre une décision sur qu'est-ce que j'analyse parmi les 100 facteurs au croisement potentiel. Je ne peux pas tous les faire, c'est juste impossible. Donc, lesquels je prends? Et ça, c'est un choix stratégique qui est basé en partie sur l'expérience et l'intuition du chercheur. Il y a quand même des différences. Je te dirais que le monde de la recherche est beaucoup moins convivial et beaucoup moins dans la réciprocité que les arts martiaux. Le monde de la recherche est d'une certaine manière plus concurrentiel symboliquement. C'est une des grandes différences. Un chercheur travaille intellectuellement. Ses récompenses sont surtout symboliques, se faire publier, se faire mentionner par quelqu'un d'autre, recevoir un prix, surtout en France où les chercheurs sont dans des institutions bien cadrées, étatiques, voilà, tu as un CDI à vie et puis tu t'en voilà. Alors que dans les arts martiaux, la récompense, elle est de l'ordre des émotions. Elle n'est pas parce que je gagne. Elle est de l'ordre du très personnel.
Qu'est-ce qui me fait peur et qu'est-ce que je vais aller faire pour affronter ma peur? Ça, tu n'as pas ça dans le monde académique du tout. Et tu le fais parce qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui t'amènent là aussi. Et donc, quand les autres personnes sont bien intentionnées, ils t'amènent là où tu es inconfortable pour que tu deviennes confortable là et faire augmenter ta zone de confort. Et ça, c'est vraiment pas le cas de la recherche. Mais il y a des chercheurs qui sont un peu dans ce mode-là aussi, de vraiment de l'échange, de l'écoute, de dire, OK, ce que tu as à m'offrir, c'est complètement différent de ce que je fais, mais c'est intéressant. Et moi aussi. Et ça, on le voit dans les projets de recherche plus multidisciplinaires, transdisciplinaires, où les gens tentent vraiment de se donner un petit coup de main pour mieux se comprendre mutuellement. Mais c'est pas la règle, en général. L'autre chose, je pense, sur la recherche, qui là, ça, c'est un point qui est très parallèle avec les arts martiaux, c'est sur le long terme. Moi, en tout cas, je sais que, oui, on a des projets qui vont durer 6 mois ou 18 mois, mais derrière tout ça, tu as tout un programme de recherche qui vise à comprendre une question fondamentale et tu peux y passer, ben là, c'est mon cas, je fais 20 ans que je travaille là-dessus. Je dois travailler sur la mobilité, je dois travailler là-dessus. C'est un peu comme l'art martial que j'enseigne, c'est qu'il y a de la percussion, il y a des amis au sol de judo et de lutte, il y a tout le travail au sol avec et sans les coups. Mais en fait, c'est différents secteurs. Et l'idée, c'est pas de travailler chaque secteur indépendamment, c'est de travailler de manière intégrée ou de travailler le passage d'un secteur pied-point, on se donne des coups de poing, on se donne des coups de pied, et comment on fait pour aller au sol. Et prendre le contrôle une fois qu'on est au sol. Mais là, c'est la même chose pour moi avec la manière que j'ai vu de voir ma recherche. J'ai travaillé sur la mobilité, j'ai travaillé sur les technologies d'énergie, j'ai travaillé sur les pratiques à domicile, sur la collectivité, sur des collectivités, etc. Et là, tu dis, ah, mais attends, il y a des points communs, il y a des différences entre tout ça. Quels sont les points communs? Et si on trouve un point commun entre deux champs de pratiques vraiment différents, on a peut-être quelque chose de fondamental qui fonctionne. Et c'est là que ça devient super excitant, super fun. Et si on se dit, si c'est différent, qu'est-ce qui fait que c'est différent? Quels sont les facteurs qui vont faire que? Est-ce que, par exemple, je vais te donner un exemple assez clair là-dessus. Je travaille avec des collectivités territoriales sur des stratégies d'adaptation il y a plus de 10 ans. En même temps, j'avais quelques contrats avec des entreprises. Rien à voir, ce n'est pas les mêmes sujets du tout. Et je remarque quand même quelque chose, c'est qu'il y a un point commun très, très fort entre les collectivités territoriales et les entreprises, quel que soit le secteur. Que ce soit adaptation, atténuation, changement climatique, ça n'a aucune importance. C'est la question de l'innovation et du changement dans une organisation. Si on veut être innovant, il faut accepter de faire des erreurs. Il faut que ce droit à l'erreur se transforme en retour d'expérience qui permet d'avancer après, de ne pas répéter les conneries qu'on a fait ou d'ajuster les petites bêtises qu'on a fait pour en faire des forces, etc. Et ensuite, apprendre à apprendre et aller plus vite. Mais qu'on soit dans un mode public ou dans un mode entreprise privée, c'est exactement la même chose. Et là, on se dit, ah, ça n'a rien à voir avec le fait que ce sont des collectivités ou des entreprises. Ça a à faire avec des organisations humaines. Donc là, on vient de dézoomer et on a peut-être quelque chose de plus fondamental que le fonctionnement d'une ville quelconque. On a quelque chose qui est de l'ordre de comment des humains s'organisent dans une collectivité ou dans une entreprise avec un organigramme, avec une bureaucratie, avec une hiérarchie, des fonctionnements, des processus, des démarches qui sont automatiques et pourtant on retrouve la même problématique chez les deux. Oula, ça aussi c'est chouette. Mais ça, on peut le faire seulement quand on approche un peu comme la mienne, c'est-à-dire que je ne suis pas hyper spécialisé seulement sur les entreprises. C'est parce que j'ai été capable de faire des comparaisons entre des cas différents et entre des acteurs différents que je me dis, OK, ça c'est différent, je peux l'expliquer. Ça, c'est exactement pareil. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais tester dans une troisième, dans une quatrième étude. Bon, là, je voulais comprendre qu'effectivement, c'est transversal. Donc, et pour moi, les arts martiaux mixtes que je fais, c'est ça aussi. C'est de voir les points communs, ce qui peut fonctionner dans différents éléments. On tente, et on se dit, non, ça ne marche pas. Très Bruce Lee. Hein. Bruce Lee disait, ce qui ne fonctionne pas, on le jette. Ce qui fonctionne, on le garde et on se fout de l'art martial. Et donc, je suis pas mal dans cette approche-là. Mais bon, ça rejoint un peu ce que j'avais dit au départ. C'est une des conséquences d'être chercheur indépendant, de ne pas être en poste. C'est que pour avoir un salaire correct sur... en fait, j'ai rarement un horizon de plus d'1 an. En fait, je suis obligé d'enchaîner et d'en avoir plusieurs à la fois. Ça me fait beaucoup de boulot, mais en même temps, j'aime bien travailler comme ça parce que ça veut dire que je ne m'emmerde pas. Donc, parce qu'à un moment donné, on fait de l'analyse et on sent qu'on bloque. Il faut laisser ça de côté pendant 3-4 jours, une semaine. Des fois, le lendemain, c'est bon. Mais je fais quoi pendant 3-4 jours? Je vais faire autre chose. Et donc, quand j'en ai marre de faire un truc, je vais sur un autre projet.
sur lesquels je bosse ou des choses comme ça. Et donc, moi, ça me correspond bien en termes de fonctionnement intellectuel, de faire plusieurs choses à la fois. Même si c'est une obligation salariale, ça me convient très bien. Et ça me permet aussi de faire des ponts que je pense que d'autres personnes plus spécialisées que moi ne pourraient pas faire. C'est intéressant là que tu nous parles de cette singularité de ta pratique professionnelle. Comment est-ce que ça s'est passé au départ quand tu es devenu le premier sociologue du climat? Donc, tu inventes une espèce de discipline. Quelle a été la réaction des sociologues, des climatologues? Comment ça s'est passé? Incompréhension des deux côtés. Pour exactement la même réponse, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est la même réponse, puis c'est pourtant pas le même monde. Les sociologues comprenaient pas comment un sociologue pouvait s'attaquer à la question du climat, puisque c'était une question de molécules dans la haute atmosphère, donc sciences naturelles. Et les sciences naturelles ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un des sciences humaines pouvait s'attaquer à des questions de molécules dans l'atmosphère parce que ça leur appartenait, c'était les sciences naturelles. Mais moi, les sociologues, je pouvais toujours comprendre jusqu'à un certain point. Ils ne comprenaient pas le climat à l'époque. En revanche, les sciences naturelles commençaient déjà à nous dire que, en probabilité, nos activités humaines, donc nous humains, donc, virgule, sciences sociales, virgule, étaient à l'origine du changement climatique. Donc, quand eux me disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je n'étais pas là, je ne comprenais pas pourquoi je recevais cette réaction. Et donc, pendant les premières années, entre 2003 et 2012 environ, je passais pas mal de temps à expliquer pourquoi il fallait avoir de la sociologie, des sciences du comportement. Il y avait quand même en France à l'époque une sociologie de l'énergie qui était assez active. C'était Marie-Christine Zélène qui la faisait et qui permettait d'aborder la question du climat par la question de l'énergie, avec les outils d'analyse, les cas d'analyse de la sociologie, mais appliqués à comment les gens entrent en interaction avec l'énergie dans leur domicile, les opérateurs d'énergie, des choses comme ça. Donc ça, on avait des billes, mais c'était hyper compliqué. Et c'est en 2012 où là, j'ai senti une bascule, où là, on s'est dit, et les premières bascules, les premières ouvertures pour des sciences sociales de la transition, ce sont les collectivités territoriales qui les ont ouvertes, les premières portes. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient en œuvre une politique publique, et ça ne marchait pas. Ou parce que les gens râlaient, ou parce qu'ils avaient autre chose à faire, ils s'en foutaient royalement, ils ne comprenaient rien, voire c'était une indifférence totale. Et là, ils se sont dit, mais sur papier, ça marchait, notre truc. Et là, ça rencontre la réalité sociale de devant. Et c'était vrai surtout dans les classes, dans des villes un peu moyennes, pas trop grandes, moyennes, style Grenoble, Lyon, parce que les contacts avec les élus sont beaucoup plus directs. Dans un village, l'habitant n'est pas content, il va voir le maire et dit « Hey, tu me fais chier avec ton truc, viens pas me saouler, quoi. » À Paris, le citoyen ne rencontre pas la maire de Paris très souvent, ou pas en face à face, et certainement pas dans ces conditions de communication en direct. Et donc ça, c'est une première chose. Le deuxième acteur au niveau national, en tout cas, qui a suivi, c'est l'ADEME. L'ADEME aussi, qui était très techno-ingénieur à l'époque, très scientifique, testait des choses, il voyait qu'il y avait toujours ce putain de facteur humain, ou comme le disait quelqu'un sur LinkedIn, ce précieux facteur humain. J'aime bien comme une nouvelle manière de formuler la chose, que ce précieux facteur humain jouait un gros rôle dans l'efficacité des programmes qu'on était censé atteindre, quoi, et ça marchait pas. Et donc, à partir de 2012, c'est là que j'ai vraiment senti que on sait pas trop comment ils fonctionnent, les sociaux, mais on sent bien qu'on en a besoin. Pendant un certain moment, on me demandait de participer à des projets de recherche pour faire du marketing. Dites-nous comment convaincre les gens que notre techno est bonne ou que notre politique publique, elle est bonne. Je ne suis pas là pour ça, moi. Moi, je suis là pour expliquer pourquoi, en fait, il n'y a personne qui vous écoute. Ou alors que, oui, vous écoute, mais ils font autrement. Là, je peux vous donner des billes là-dessus. Je suis là pour expliquer et ensuite, on fera des préconisations sur comment améliorer votre truc ou vous dire, faites complètement autrement parce que ça ne marchera jamais. Et donc, ça, c'était un peu insultant. C'était pas du marketing, c'est pas du marketing que je fais. Et souvent, ça, c'est arrivé 2-3 fois, gros projet ANR, on ne doit pas dépasser 120 pages, il y en a déjà 124, et on vient me chercher 2 jours avant le dépôt du dossier pour me dire, est-ce que vous pourriez nous faire un paragraphe sur la sociologie? Non, allez vous faire foutre. Donc, ça, non. Et donc, j'ai eu des périodes de chômage en 2003 et 2012 régulièrement, entre des projets et tout. À partir de 2012, la période de chômage diminue pas mal. On commence de plus en plus à comprendre. Puis moi, je me suis fait une réputation, donc ça va beaucoup mieux pour moi. Et à partir de 2015, plus de période de chômage du tout.
Et depuis 2018 environ, 2019, juste avant le COVID, j'ai le luxe de pouvoir choisir ce sur quoi je vais bosser. Et en vieillissant, je pense, et parce que j'ai moins la contrainte financière obligatoire d'avoir beaucoup de projets, un de mes critères, c'est de bosser avec des gens avec qui j'ai envie de bosser, quel que soit le projet. Donc, des fois, je prends encore des tout petits projets, sans envergure, mais j'ai envie de bosser sur ce sujet-là ou avec les gens parce que je les trouve agréables, parce que ça va être fun et stimulant. Même si c'est pas une révolution dans les sciences, on s'en fout, c'est pas grave. Et donc là, j'ai cette capacité, ce confort-là et c'est vraiment chouette. Mais après avoir galéré pendant plusieurs années, je me gêne pas, quoi. Ouais. Et l'autre chose, pour revenir à ta question sur la génération, ça me fait penser à ça. J'ai, en 2010, je pense, une de mes étudiantes de Sciences Po en troisième année qui avait suivi mon séminaire climat, qui me dit, est-ce qu'on peut trouver du boulot avec sciences politiques et climat? Et en 2010, j'ai dit, je suis désolé, c'est hyper compliqué. Dans quelques années, ouais. Et là, je le vois. Je le vois. J'ai des anciens étudiants qui sont directeurs de plan climat, qui sont chefs de service de transition, machin, pour des compagnies, des entreprises, pour des collectivités territoriales, et c'est parfois eux qui me... Salut Stéphane, tu vas bien? Tu veux pas nous faire une conférence? Et ça, je trouve ça chouette que ça arrive. Et donc, maintenant, s'ils peuvent, absolument, absolument. En 2010, c'était pas gagné. Hein. Donc, c'est une différence de génération aussi. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, qui te viennent en tête, qui te paraissent intéressants? Ouais, sur le dernier, pour revenir un peu à ton imaginaire, je vais terminer avec là-dessus quand même. On a fait fausse route et même, je pense, une grosse erreur en se focalisant pendant des années sur le message de catastrophe à venir. Ça marche pas pour faire changer les gens de comportement. Ça fait juste leur faire peur. La peur ou de l'angoisse qui mène à du déni, qui mène à non, je veux faire autre chose de ma vie, j'ai pas envie de m'occuper de ça me fout trop la trouille. Et le message qui a émergé de la part de certains chercheurs en psycho, en sociaux, commence à être entendu un peu partout sur le fait qu'il faut maintenant faire des narrations, des récits de désir, de futurs désirables. On a réussi la transition. C'est pas la cata. On n'est plus dans un mode de hyperconsommation. C'est pas grave. Il y a d'autres manières de vivre notre vie dans lesquelles il va faire bon vivre quand même. Et que les gens qui sont maintenant malheureux et conscients en 2050, ben, ils vont être contents en 2050. Ils ressentiront du bien-être. Et ceux qui sont super contents d'être dans une société d'hyperconsommation, ben, ils seront pas contents en 2050, mais c'est pas plus grave. Il n'y a jamais une société qui a jamais plu à tout le monde dans une société. C'est impossible. Donc ça, il faut simplement l'accepter. Mais ce que je vois émerger quand même depuis 2018, c'est des efforts de narration alternative positive. Elles sont pas toutes réussies. Je suis pas toujours d'accord avec elles pour plusieurs raisons. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'offrir une alternative à la catastrophe qui permet aux gens de dire la catastrophe, j'ai envie de la fuir, mais quand vous avez un raz-de-marée qui ils arrivent en pleine gueule, vous fuyez. En revanche, si vous avez un objectif désirable qui vous donne une direction vers laquelle aller, ben déjà, vous pouvez commencer à faire de la planification. Vous pouvez commencer à dire, OK, si je commence à faire ça, ensuite, je vais pouvoir faire ça parce que je sais où je vais aller. Mais tant que le cerveau n'a pas une direction vers laquelle aller, il ne sait pas comment y aller. Et donc, pour moi, c'est hyper important maintenant de faire ce foisonnement de plusieurs manières dans la pub, dans les écoles, dans la fiction, les bandes dessinées, le cinéma, tout ce qu'on veut, pour offrir des alternatives désirables et faisables en 2050 qui ne soient pas de la catastrophe. Ça, pour moi, c'est clé dans comment nourrir un imaginaire positif du changement. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est clé. Ça commence à sortir, hein, mais voilà. Et peut-être aussi d'autres choses, j'ai vu quand même quelques trucs. Sortir du message culpabilisant et utiliser l'humour pour parler de transition. J'ai vu une excellente petite pièce de théâtre sur le végétarisme. C'était drôle à mourir et ça parlait de végétarisme. Mais c'était pas chiant, c'était pas grandiloquent, c'était pas des grands discours, c'était pas du prosélytisme non plus pour le végétarisme. Ça faisait juste raconter comment des gens, qu'est-ce qu'ils racontaient comme rencontraient au quotidien comme obstacle pour devenir végétarien. Franchement, pourquoi pas? Pour finir, est-ce qu'il y a un rêve, toi, qui te guide? Et si oui, quel est ce rêve? Un rêve? Moi, j'agis pour deux raisons. Pour la nature en soi. En soi, ça a une valeur à part nous. On pourrait disparaître, ça sent très bien aussi. Mais
vu qu'on est là et que j'ai des enfants, j'aimerais bien que la phase de transition soit la moins violente possible. Et donc, et la moins fascisante possible, même si c'est de l'écofascisme. Ça, pour moi, j'y tiens. La démocratie est le moins pire système jamais inventé, comme dirait Churchill, mais c'est quand même le meilleur qu'on a. Dans lequel on est capable de critiquer des élus, des chefs d'État sans se faire foutre en prison. Ça, je trouve ça déjà pas mal quand même. D'avoir une certaine liberté d'expression, une certaine liberté aussi de mouvement, d'action, de consommation. Il faut la garder, cette liberté-là, mais contingentée par une empreinte environnementale qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'elle est trop ambitieuse encore. Et donc, si j'ai un rêve, c'est d'être capable de participer à cette phase de transition pour minimiser les impacts à la fois politiques, fascisants qui vont peut-être émerger, de participer aussi à la solution pour avoir le moins de catastrophes possible pour que mes deux gamins, mon premier de 19 ans et mon deuxième de 2 ans, aient en 2050 une société dans laquelle il ne fera pas trop mal vivre. Déjà, ça pas mal. Je ne sais pas si on peut appeler ça un rêve, mais en tout cas, c'est mes motivations profondes sont là. C'est la nature en soi et ça. Parce que moi, à 58 ans, en 2050, je suis pas sûr d'être là. Peut-être pas. Mais de toute façon, je ne serai pas à la moitié de ma vie comme mes deux gamins le seront. Donc, voilà. Si on devait rencontrer quelqu'un d'autre dans le cadre de ce podcast Des rêves en action, qui est-ce que tu nous conseillerais? Je ne sais pas pourquoi il vient me venir en tête, lui, Nicolas Plein, qui a fait sa thèse en économie assez ouverte sur le climat et qui a tout un programme, tu vas revoir sur YouTube, qui s'appelle « On s'envoie en l'air pour le climat ». Et en fait, on part en parapente et avec la caméra, le micro, et il nous pose des questions sur le changement climatique. Et en fait, il continue à faire ça après sa thèse de doc. Il est très impliqué. Et je pense que il vit une forme de rêve. Enfin, il y avait des projets là-dessus et il a réussi à conjuguer toute cette démarche intellectuelle de faire une thèse de doctorat quand même, mais avec une manière complètement différente, en fait, de faire parler des gens sur le climat pendant qu'ils sont en train de s'envoyer en l'air pour le climat. Donc, si je me souviens bien, il y a eu Valérie Masson-Delmotte, il y a eu moi, il y a eu Alain Grandjean, je suis pas sûr. Il y a eu des gens assez connus en France et il l'a fait dans d'autres pays aussi, si j'ai bien suivi ce qu'il fait. Ça m'en serait un, ouais. Ouais, je trouve que c'était un beau délire. Ouais, on va creuser, mais ça donne envie de parler de climat. Ouais, carrément. Ouais. Pour conclure, il y a une citation qu'on aime bien avec Baptiste, d'Oscar Wilde, qui disait « Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. » Qu'est-ce que ça t'évoque, cette citation? Ça m'évoque le fonctionnement automatique que beaucoup d'entre nous vivons au quotidien, rempli de demandes extérieures, de consignes, de deadlines à atteindre, d'échéances, jusqu'à en oublier pourquoi on est là, ou en oublier qu'il y a du plaisir dans la vie aussi, que dans des petits moments. D'une certaine manière, c'est le grand avantage d'avoir un enfant, même à mon âge, en bas âge, c'est que c'est redécouvrir le plaisir de la petite fourmi qui marche. Tu vois, ça c'est vivre pour moi, tu vois. C'est les petits fruits qui sont dans un buisson et qui tombent. Et là, il dit non, tu peux pas le manger, c'est pour les oiseaux. Puis là, il regarde les oiseaux, puis il veut voir si les oiseaux ne mangeront pas la petite mini-cerise, quoi. Les gendarmes qui se promènent dans le jardin, les lézards qui passent, là, c'est le grand spectacle de la semaine. Et de redécouvrir ce plaisir de la nouveauté, alors qu'elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle pour lui. Tout est nouveau à son âge. Ça fait redécouvrir, même à mon âge, la beauté de la chose quand même. Et je pense que quand on sort de nos fonctionnements automatiques de pression, d'échéance à atteindre, il y a ça. Et pour terminer, je vais terminer avec les arts martiaux. Dans les arts martiaux, il y a, surtout avec le type que je fais, parce qu'on fait du combat, il y a cet impératif du moment présent. C'est impératif parce que si t'es pas dans le moment présent, tu manges un coup de pied dans ta gueule, comme on dit. Ou tu te fais étrangler, ou tu te fais faire un petit vent. Tu peux te permettre parfois un petit moment d'égarement, mais il faut qu'il soit très court. Et quand je parle de très court dans un combat, c'est une demi-seconde. Alors, c'est une seconde, c'est long. Et ça te remet dans le moment présent aussi. Et c'est une des raisons pour laquelle les gens viennent faire ça et pour laquelle je le fais. C'est des moments où on se sent vraiment vivant aussi. La peur contrôlée, la maîtrise,
la confiance absolue qu'il faut mettre dans l'autre parce que sinon il casse un bras et on sait qu'il ne fera pas. Il peut y arriver des accidents. Mais cette confiance qu'on a dans l'autre, elle est rare et ça te permet aussi de vivre le moment présent de manière différente. Pour moi, c'est la beauté des arts martiaux et des gens qui viennent en bas dans le dojo et qui partagent ça. Ça, c'est magique en fait. Stéphane, je te remercie pour ce partage passionnant. Merci à toi, c'est chouette. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.